Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Horus. Alors même si l'histoire officielle s'obstine encore aujourd'hui à vouloir nous expliquer que la grande pyramide dite de Khéops est un tombeau ou un cénotaphe et que le plateau de Gizeh est une nécropole, depuis de nombreuses années, beaucoup de chercheurs ont bien compris qu'il n'en était rien et que ce complexe avec ces pyramides avait d'autres fonctions. En effet, l'omniscience de ces concepteurs n'est plus à démontrer. Et nous commençons à déchiffrer toutes les connaissances qu'ils ont encodées dans ces magnifiques monuments, comme un héritage de leur savoir. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans cette émission, en compagnie de Mathieu Lavaux et Cathy Maury. Bonjour Cathy et bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté mon invitation sur Horus. C'est un plaisir. On avait déjà eu l'occasion de se croiser et on va pouvoir partager ça sur ta chaîne. C'est avec joie. C'est sympa, oui, on avait fait 2 émissions ensemble, Mathieu, sur la chaîne d'Hervé, Monde Mystérieux. Et Cathy, pour toi, c'est une première. Il y a un début à tout, voilà. Merci pour l'invitation. Écoute, c'est avec grande joie que je vous accueille aujourd'hui tous les deux. Alors Mathieu, je ne vais pas te demander de te présenter, je pense que beaucoup de monde te connaissent. Tu as travaillé pendant de très nombreuses années en collaboration avec Georges Vermar. Vous avez fait... Pendant presque 15 ans, oui, bien 15 ans. Oui, c'est ça. Vous avez fait de sacrées découvertes tous les deux. Et moi, j'avais vraiment pris plaisir à découvrir tout ce que vous avez découvert sur ce plateau de Gizeh, toutes ces relations que vous aviez fait avec les constellations, les différentes constellations, Orion, etc. Voire même aussi dans des fresques égyptiennes, hein, ça allait très loin, toutes ces découvertes. Et puis Cathy, nous, on s'est rencontrés il y a quelques années. Je dirais c'est des synchronicités qui se sont mis comme ça sur ta route. Oui, déjà. Hein, déjà, à l'époque. Tu avais pris contact avec moi. Alors, bon, déjà, on a le même nom de famille. Bon, là, je dirais, il n'y a rien d'étrange dans l'histoire. Hein. On n'est pas les seuls Maury de la planète. Mais ce qui était amusant, c'est que tu avais pris connaissance de mes recherches sur la Grande Pyramide et l'eau. Et puis, tu m'avais envoyé une photo du bâtiment de l'entreprise de ton père. Et c'était une belle pyramide avec marqué Maury, chauffage, plomberie. Donc, voilà. Où là, ça matchait vraiment avec mes recherches sur l'eau et la Grande Pyramide. Donc, une belle synchronicité sur ce coup-là. C'était le tout début de mes recherches aussi, d'ailleurs. J'étais tombée sur tes vidéos, donc j'ai trouvé ça déjà passionnant. Donc, oui, c'était étonnant. Moi, quand tu m'avais envoyé la photo de l'entreprise de ton papa, je m'étais dit, ah, ouais, là, quand même, pour le coup, si un jour j'étais tombé devant cette pyramide avec marqué Maury, les bras m'en seraient tombés, je pense. Il y avait déjà une petite prédestination. Oui. C'est ça. Et puis, d'entrefaite, hein, toujours au travers de synchronicité, tu as rencontré Mathieu. Et puis, aujourd'hui, vous êtes ensemble, un beau petit couple. On fait les recherches ensemble maintenant, les découvertes ensemble. Comme quoi, les pyramides, ça peut nous mener loin. Ouais, comme quoi, elles ont beaucoup de fonctions, hein, tu vois, comme je le disais en préambule, même de faire, comme on appelle ça, c'est quoi les speed dating, les sites de rencontres. Ouais, voilà. Pas besoin. Les rencontres se font d'elles-mêmes. C'est ça, exactement. Alors du coup, Pyramide Orion, d'ailleurs. Voilà, Pyramide et Orion, oui. D'ailleurs, on va en discuter ensemble hein, de ces choses que tu as, toi, découvert, Cathy. C'est pour ça que je voulais que tu participes à cette émission, parce que tu as fait des rêves, et voilà, je voulais que tu nous en parles. Du coup, moi, Mathieu, j'ai vu passer récemment, tu postes souvent des choses sur Facebook, et puis j'ai vu passer récemment une de tes dernières petites découvertes que tu as fait, justement, toujours par rapport à Orion et ce plateau de Gizeh, où ça te ressortait une nouvelle date qui était relativement proche de dates que déjà beaucoup avaient présupposées en faisant différentes recherches dans d'autres domaines, mais je dirais que tout vient se croiser et on arrive grosso modo à une date très très reculée. Donc, est-ce que tu veux nous en parler tout de suite ou déjà commencer à nous expliquer un petit peu comment t'es venu tout ça? Je sais que tu étais passionné d'astronomie il y a pas mal d'années. Et puis, cette rencontre avec Georges, tu as mis le pied à l'étrier de ce plateau de Gizeh et puis de ces constellations d'Orion. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Mathieu? On peut en reparler rapidement, oui, effectivement. Parce que moi, c'est vrai qu'au tout départ, j'étais un peu branché astronomie, mais comme ça, vraiment très,
très amateur en tant qu'ado. J'ai commencé à regarder un peu les étoiles, j'avais ma lunette astronomique, tout ça. Mais bon, sur un plan vraiment astronomique. Et puis il y a eu cette rencontre avec Georges, qui un jour m'a montré des images où il faisait ces corrélations entre la pyramide et les étoiles. Et surtout, ce qui était vraiment étonnant, c'était que finalement, on en déduisait que la position des étoiles n'était pas liée au hasard. Oui. C'était ça le truc qui, moi, m'a accroché. Plus que l'histoire même de la pyramide. Oui, c'est ça. C'était ce truc-là, de dire, mais non, c'est pas possible quoi, que les étoiles soient placées comme ça. Voilà. Et on en reparlera avec le rêve de Cathy, parce que c'est quand même assez étonnant. Et du coup, c'est ce qui m'a aiguillé à aller chercher de plus près par rapport à ce qu'il disait, à ce qu'il montrait, et surtout aller voir le degré de précision, parce que on sait qu'avec les nombres, on peut toujours faire dire des choses. Voilà, on est bien placé pour savoir. C'est souvent les critiques qu'on entend. Donc j'ai voulu vérifier finalement. Et bon, les circonstances ont fait que Georges venait à la maison régulièrement parce que ma compagne de l'époque s'était proposée pour lui écrire, pour lui taper son premier bouquin. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Il venait à la maison, mais pas pour moi. Moi, j'étais encore loin de tout ça. Et forcément, ben, je me suis quand même plongé dans son livre, dans ses recherches. Quand il venait, ben, on en discutait. Et puis à un moment donné, c'est là que j'ai voulu vérifier parce que franchement, ça me. Tu t'es dit, c'est un peu gros. Ouais, c'était Sur un peu énorme, quoi. Même aujourd'hui, hein, je sais pas, si on dit aux gens, non, mais les étoiles sont pas placées par hasard. Je sais pas, combien vont vous dire, oui, mais bien, c'est sûr, c'est évident qu'elles sont pas placées par hasard. Non, spontanément, on pense plutôt à quelque chose de. Oui, c'est vous qui essayez de trouver ce qu'on veut dire. Voilà. C'est ça. Sauf que ben, petit à petit, quand on creuse vraiment la question, ben, on arrive à des choses qui sont vraiment étonnantes. Jusqu'à cette toute dernière découverte, encore une fois, qui est venue confirmer des positionnements d'étoiles assez dingues, quoi. Et toujours en lien avec la pyramide. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on a toujours ce lien. Et à différentes dates, hein, d'ailleurs. On était parti de 10 500, autour de 10 500, et je peux même préciser autour de 10 444. Le fameux 444, il apparaît. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est les logiciels d'astronomie. Oui. Il suffit de regarder le moment où Orion est au plus bas dans le ciel, parce qu'il y a du fait du cycle de la précession des équinoxes. Je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas cette précession des équinoxes, on peut le réexpliquer brièvement. Ouais, c'est un cycle de près de 26 000 ans qui s'explique par le fait que l'axe de la Terre fait un mouvement de rotation comme ça. Et ce cercle-là, ça dure 26 000 ans. Et l'effet visuel qu'on a, c'est d'une part les changements d'air tous les 2160 ans, c'est-à-dire que le Soleil aux équinoxes traverse les constellations du zodiaque. Voilà. Pendant 2160 ans, voilà, elle va traverser cette constellation. Ça, c'est un premier effet visuel. Et si on regarde Orion, eh bien, on a un autre effet visuel qui fait que pendant 13 000 ans, la constellation descend et pendant 13 autres 1000 ans, la constellation remonte. Donc, on a un point bas, un point de référence. Et ce point de référence, il est autour de moins 10 444. Ça, il suffit d'aller vérifier. Sur un logiciel d'astronomie. En plus, moi, je me mets à la localisation de Gizeh. Voilà, comme ça, on est sur place, on va dire, comme si on voyait le ciel à l'époque. Et après, c'est en regardant comment ça bouge qu'on se rend compte de certaines choses et corrélations dans la disposition des étoiles, parce que cette disposition, elle change à chaque fois. Au fur et à mesure que la constellation monte, eh bien, si on prend la croix d'Orion, je la remontrerai là tout à l'heure, on se rend compte qu'elle change, elle s'incline au fur et à mesure que la constellation monte. Oui, donc, elle n'est pas fixe, elle vient légèrement s'incliner. Change. Sirius, en plus, se décale, cette étoile. Donc, tout ça fait qu'on n'a jamais la même configuration exactement, quelle que soit la date. Alors, quand on est à
à quelques années près, on voit pas vraiment de différence, mais si on commence à s'éloigner sur 13 000 ans, on voit quand même sérieux. Mmh. Alors oui, c'était dans la révélation des pyramides, hein, à la fin du film, ils expliquaient aussi, une supposée, fonction d'horloge, astronomique du plateau de Gizeh, notamment, le sphinx qui jouerait, le rôle d'aiguille et justement lorsqu'il pointe vers la constellation du Lion, puisque le sphinx, c'est avant tout un corps de lion, on remonte justement à cette même époque, moins 10 500, approximativement, quoi. Oui, ben alors là, plein est, si on regarde à l'équinoxe, le soleil se lève entre la constellation du Vierge et du Lion, donc ça marque le début de la constellation de l'ère du Lion. De l'ère du Lion. Mmh. Et on le sait aujourd'hui, il y a une érosion sur le corps du sphinx et aussi sur les murs qui entourent cette fosse dans laquelle il est situé. Il y a une usure par l'eau qui, selon les spécialistes, hein, les géologues, on dit, ça, pour avoir une telle érosion, il faut que le site ait des milliers d'années. Voilà, donc ça corrobore un petit peu tout ça, quoi. Oui, il aurait fallu qu'il y ait un climat différent C'est ça. qu'aujourd'hui. De grandes précipitations d'eau. Je crois que c'est l'Égypte, je dirais, est entre guillemets désertique depuis 7000 ans. Donc voilà, pour avoir une érosion aussi importante due à l'eau, c'est que le sphinx serait beaucoup, beaucoup plus ancien que ce qu'on voudrait nous, nous faire croire. Voilà, Parce que le sphinx est lié à Képhren, hein, soi-disant, ça serait. oui, Voilà. aujourd'hui, on a de quoi se poser quelques questions. C'est ça. Exactement. Et on en revient, et c'est vrai qu'on en revient à cette période de moins 10 500, et ça, bon, bah, il y a cette histoire de sphinx. Il y avait aussi, et ben justement, les travaux de Robert Bauval qui avait mis en évidence donc, cette corrélation d'Orion entre les 3 étoiles et les 3 pyramides à ce moment-là. Alors, et c'est vrai, et c'est là que en fait, je viens de réaliser que j'avais pas cherché d'une certaine façon cette corrélation-là, parce que à ma façon, je vais dire, que j'avais vérifié par rapport à Bauval sa corrélation à lui, Ouais. mais bah, je vais pouvoir vous expliquer un peu comment lui il a fait et comment moi je fais. Et on va voir que les deux Se retrouvent, quoi. se recoupent. Enfin, on retrouve la pyramide dans les deux situations et c'est assez étonnant, mais pas tout à fait pareil. C'est ça que je peux essayer de montrer un petit peu Ouais, on y va. parce que c'est quelque chose de nouveau, parce on est vraiment resté sur ce 10 500, qui pour moi était vraiment aussi un élément clé, hein, et Une date clé. on va voir pourquoi, hein, c'est vraiment au niveau astronomique, c'est vraiment intéressant. Mais il y a cette nouvelle date là que je viens de trouver, qui est de 11 600. Je suis allé même essayer d'aller un peu plus dans le détail, 11 604, 604, 5 exactement. ans après, je vous dis à un an près, on ne voit pas forcément toujours Non, dans mais la. c'est l'avantage de travailler avec des logiciels astronomiques, c'est qu'on peut vraiment définir des dates relativement précises, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'avantage. On peut se mettre à un lieu précis, mais il suffit de rentrer les coordonnées, et en plus, après, les années, les minutes, les secondes. On fait Voilà, défiler. Ok. Ouais, bah si tu peux nous partager déjà. ouais. Alors, donc, si cette corrélation d'Orion, si on regarde d'un peu plus près, donc on a ici, on voit les 3 pyramides, qui sont orientées plein nord. Ça, c'est quand même aussi une autre caractéristique étonnante, c'est qu'elles sont vraiment super bien alignées sur l'axe nord de la Terre. Donc, pas sur le nord magnétique, mais bien sur l'axe, hein, sur le pôle nord. Le nord magnétique, lui, bouge régulièrement. Et donc là, elles sont parfaitement alignées sur ce nord. Et donc maintenant, si on regarde Orion, donc la grande pyramide correspondrait à cette étoile-là, Képhren ici, mais Kérinos ici, parce que ça, on le voit pas bien ici, mais ce sont les deux plus brillantes, donc correspondrait aux deux pyramides. Là. Ouais, c'est ce qu'il Sauf y que vous avait. voyez que c'est inversé. Hein. Ok. Si on veut avoir une corrélation, ben, il faut Retourner le ciel. Voilà. Et donc on a, ce qui veut dire que il va falloir qu'en fait on regarde vers le sud.
Oui. Et quand on regarde vers le sud, on va retrouver un peu cette corrélation-là entre les trois pyramides et même avec le Nil, la Voie lactée et le Nil. Oui. Parce que la constellation, elle se lève à l'est, elle monte vers le sud, comme le Soleil, et ensuite elle va se coucher à l'ouest. Donc c'est une caractéristique qu'on a sur Orion, elle passe bien plein sud. Voilà. Donc en fait, les pyramides nous invitent à regarder davantage vers le sud plutôt que vers le nord. C'est ça qui est quand même intéressant. Et voilà. Et du coup, là, on va avoir donc les trois pyramides et les trois étoiles dans le bon sens. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel moment les trois étoiles viennent se superposer parfaitement avec cette orientation-là. Donc là, je suis sur le logiciel d'astronomie. C'est Cybersky 5. Voilà, c'est ça qui sont intéressés. Bon, il y en a d'autres. Hein. Vous voyez que là, on regarde au sud. Je suis à la latitude de Gizeh. Là, il suffit de location. Voilà, on va rentrer les coordonnées. On tape les coordonnées. Time, voilà, je me suis mis en. Hop, voilà. Donc, vous voyez là, Orion vient de se lever. OK. Et va passer ici sur le méridien sud. D'accord. Et c'est ça qui va me servir de repère, en fait. Oui, par rapport à la direction des pyramides, quoi. Par rapport au centre de la constellation qu'on va placer sur la croix, on va la dessiner après. Voilà. Et ensuite, la pyramide, la constellation va aller se coucher. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Hop, vous voyez que là, il y a Sirius qui vient de se lever, juste là. Et Orion va aller se coucher. Et vous voyez, hop, au moment où Orion est pile sur l'horizon, Sirius est quand même vraiment pratiquement sur le sud. Oui. Et ensuite, donc la constellation va se coucher. Mais regardez, Sirius continue à courir sur l'horizon, quoi. Je reviens un peu en arrière, vous voyez. Tac. Ouais, elle effleure vraiment l'horizon, quoi. Voilà. Et ça dure 42 secondes. 42 minutes, pardon. 42 minutes, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour comprendre que vous voyez que l'inclinaison du baudrier, on peut avoir toutes les positions qu'on veut. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est quand on se cale sur le méridien sud. Ça, moi, ma référence, et pas sur n'importe quel point. Alors, je ferme. Il faut quand même savoir une chose, c'est que le point de référence qui va me servir, c'est le point de croisement ici de ce qu'on va appeler la croix d'Orion, qui est en fait en plus qui nous donne l'angle de la pyramide de 51 degrés 51. Ça, c'est la pyramide, quand on la prend, on la coupe sur le milieu des faces, elle fait 51 degrés 51. Et on retrouve ça dans la constellation d'Orion, ce qui vient nous conforter dans l'idée qu'il y a un lien quand même très étroit. Très étroit avec ces trois pyramides et cette constellation et ces trois étoiles du baudrier, quoi. Voilà. Sachant qu'on a aussi le lien avec l'Égypte via Osiris, oui, qui est dédié à cette constellation. D'ailleurs, Osiris a cette petite croix sur lui. Voilà, et on le représente souvent avec une croix, alors pas forcément avec l'angle précis de la pyramide, mais on sait pas trop ce que c'est cette croix, mais ça devient une évidence que c'est Orion en fait qui est représenté. Donc vous voyez qu'on a un point ici au milieu, dans le baudrier très précis qui va représenter à la fois le centre de la constellation d'une certaine façon et en lien avec donc cet angle de pyramide. Ça va me donner le point de repère que je vais utiliser par rapport à mon méridien sud. Donc là, je suis en moins 11 600 et j'ai calé ma constellation sur le méridien sud au point de croisement. Vous voyez que le point de croisement, là, il est juste là. Donc ça, on va dire que c'est le maximum d'élévation de la constellation à ce moment-là. Et alors là, on constate déjà qu'on peut faire un cercle qui va Erigel ici.
Hein, donc, c'est à équidistance. Ça, c'est quand même déjà sympa hein, au niveau de la constellation. Ça vient renforcer le fait que ce point est quand même important. Tout à fait. Et l'autre truc, c'est que en prolongeant la pyramide, ici, on arrive à 42 degrés. Ouais, je reviens 2 secondes comme ça. Ouais, ok. Pour bien montrer l'histoire des angles de la pyramide, parce que voilà, quand l'angle classique, c'est quand on coupe la pyramide en deux sur à la moitié sur les faces. Hein. Là, à 51 degrés 51, c'est l'image classique qu'on a de la pyramide en coupe. Maintenant, si vous la regardez sur les arêtes, évidemment, elle vient, cet angle là, on a un autre angle, on a cet angle de 42 degrés. De 42 degrés. Donc la pyramide, il y a deux angles à considérer. Oui. Souvent, on parle que du 51 degrés 51, mais il y a aussi ce 42 degrés. Et on va voir qu'il est important, puisqu'on le retrouve donc dans cette configuration des étoiles. Voilà. Et donc là, on a le 42 degrés qu'on retrouve ici. Ok. Donc par rapport à l'horizon qui est aiguisé. Donc on a bien l'angle de la pyramide. Et en plus, regardez, là, vous avez cette ligne ici qui à 90 degrés. Qui coupe cette... à l'équerre, hein, je vais dire, parce que on va voir que ce mot-là est important. L'équerre, n'est-ce pas? Eh bien, il arrive exactement sur Sirius. Sur Sirius. Ouais. Donc, on a quand même un élément, trois éléments finalement qui sont intéressants. C'est que on a cette configuration avec l'angle de la pyramide, on a ce lien avec Sirius, et en même temps, on a Sirius qui est vraiment au plus bas dans le ciel à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est quand même, ces trois éléments viennent conforter le fait que cette date a quelque chose d'important. Alors, on est 1000 ans avant le 10500. Bon, après, voilà, moi, je n'ai pas l'explication de qu'est-ce que ça signifie exactement, mais ça veut dire, certainement quelque chose. En tout cas, un repère temporel et en lien aussi avec Sirius. Maintenant, si je prends la configuration, voilà, là, on se rend compte que c'est parfaitement d'aplomb. Et regardez le méridien. Le méridien, en fait, il vient couper Képhren parfaitement au milieu. Alors que Al-Nilam est un petit peu décalé. Hein, parce qu'il faut savoir que les trois étoiles ne sont pas parfaitement alignées sur les trois pyramides. Ça, il y a un tout petit décalage. Il y a un décalage. C'est soit on met les deux, on centre ces deux-là et... Il y aura un petit décalage sur Michael. Et il y a un décalage, l'autre étoile arrive ici. Soit on cale ces deux-là, comme j'ai fait ici, et là on se rend compte que c'est Al-Nilam qui est un peu décalé. Mais là, le méridien sud, lui, par contre, vient se caler parfaitement sur Képhren. Ce qui peut expliquer aussi ce décalage de Képhren. C'est un des éléments parmi d'autres qui permet de l'expliquer. Voilà, et si je regarde voilà, Orion maintenant posé sur l'horizon, hein, comme on a vu tout à l'heure, avec Sirius qui arrive là sur ce méridien sud, juste avant qu'Orion se couche. Alors maintenant, regardez en plus la configuration qu'il y a. On retrouve à peu près la même, hein, en moins 10 500, mais parce que ça n'a pas tant bougé que ça, à part que c'est un peu plus haut dans le ciel. Mais on a ici un rectangle d'or parfait. Parfait. Et c'est un rectangle d'or, oui, aux proportions. C'est un rectangle d'or. C'est-à-dire que là, vous avez ce côté, vous multipliez par 1,618 et vous arrivez ici sur Sirius. Hein, c'est quand même pas mal. Là, vous avez un carré parfait sur Betelgeuse. Oui. Voilà. Le cercle, regardez bien le cercle qui entoure le carré. Où est-ce qu'il arrive? Il arrive ici sur le point de croisement et sur le diamètre du cercle. Donc, c'est d'une perfection absolue. Quand Georges me montrait ça et que j'avais un doute à l'époque, j'imaginais bien que maintenant, je n'ai plus aucun doute. Les étoiles ont été positionnées d'une certaine façon et bougent d'une certaine façon. Voilà. C'est là où tu avais ce doute, c'est que tu te dis, c'est pas possible, on n'a pas pu placer les étoiles de telle manière qu'elles nous fassent ressortir tout ça, quoi. Mais aujourd'hui, tu n'as plus de doute. Non.
Non, puis après, il y a Cathy qui est arrivée, justement. C'est ça. Et oui, parce qu'on pourrait penser qu'on avait un grand architecte qui a placé ces étoiles dans notre ciel de manière à nous faire ressortir toutes ces valeurs géométriques qui jouent avec le nombre d'or, etc. Donc, Elle l'a vu, le grand architecte. et oui, c'est pour ça que je voulais que tu sois là aujourd'hui avec nous, Cathy. Parce que tu m'as expliqué ça la dernière fois par rapport à ce rêve que tu as fait. Donc, est-ce que tu peux arrêter le partage, Mathieu, et puis on va donner la parole à Cathy. Je pense qu'on n'est pas ensemble par hasard, justement. C'est ça. Donc, est-ce que tu pourrais réexpliquer ce fameux rêve? Déjà, tu l'as fait il y a combien de temps, ce rêve? Ouais, et ben, moi, ça a vraiment commencé, les rêves comme ça, j'allais avoir presque 33 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Et avant ça, pourtant, moi, j'étais une vie un peu métro-boulot-dodo, quoi, un peu classique. Ça m'est arrivé petite, j'avais comme ça des rêves un peu prémonitoires qui m'étaient déjà arrivés quand même petite. Et je m'intéressais un petit peu à ça. Je sais que vers 9-10 ans, je jouais avec le tarot divinatoire. Je vais bien faire ça. Mes parents, avec des grandes encyclopédies, je lisais Nostradamus. D'accord. À 9-10 ans, j'aimais bien. Enfin, j'étais un peu intéressée par ça quand même. Il y avait déjà des trucs un petit peu. Oui, déjà, il y avait un intérêt. Il y avait un petit intérêt, on va dire. Et puis, il m'arrive des choses un peu bizarres. Enfin, je sais que j'avais eu un peu ce qu'on appelle la double vue aujourd'hui. Quand j'étais petite, j'avais d'un seul coup, en un déclic, mes yeux, en fait, c'est comme si je voyais de très très loin. En fait, tout ce qui était devant moi s'éloignait très très loin. Comme quand on regarde des jumelles à l'envers. D'accord. Voilà, j'avais ce truc de la vue, les ophtalmos ne comprenaient pas, mais et puis du jour au lendemain, c'est disparu. J'avais des choses un peu comme ça, petite, mais plus, on va dire. Et puis, un petit peu avant que je fasse ce rêve, donc 33 ans, ma sœur, elle a ouvert plein de capacités, on va dire. Elle est médium, canal, ce qu'on peut dire comme ça. Oui, donc c'est de famille, on va dire. Il y a quand même... Ça, c'était à peu près 3-4 ans avant que je fasse ce rêve-là, où vraiment elle a ouvert en fait, ces là, donc je commençais à bien m'y intéresser. Mais moi, personnellement, il était bien arrivé. Oui, d'une façon un petit peu détachée. Tu t'y intéressais, oui, mais tu n'es... Je m'intéressais sur le développement personnel un peu, je regardais des vidéos, mais... Et puis, ce fameux jour, où là, enfin, même si je me rappelle qu'un petit peu avant, j'étais dans le jardin, et je me rappelais que je me disais, mais il y a quelque chose d'autre qui existe, c'est pas possible. Tu sais, dans la vie, je me disais, c'est pas juste métro boulot dodo dans la vie. Voilà, oui, et puis on meurt, on finit dans une boîte et terminé, oui. Ouais, je me dis, il doit exister quelque chose. Et je me rappelle que c'était pas longtemps avant, je me disais ça. Et du coup, là, j'ai eu ce fameux rêve. Alors, j'ai plus la date, j'aurais dû la noter, c'est pas grave. Je sais que c'était à peu près vers mars. Et donc, je rêve que je vois dans le cosmos quelqu'un, donc, je ne sais toujours pas qui c'est, une entité, voilà, c'était flou pour moi, et bien qui, justement, était en train de placer les étoiles d'Orion. D'accord. Dans le ciel, mais vraiment, je le voyais là, ici, comme ça. Et très exactement, c'était 4 étoiles. Je voyais 4 étoiles. Oui, est-ce que tu avais compris déjà que c'était Orion ou Alors, j'entendais le mot Orion dans mon rêve. D'accord. Je sentais, j'entendais le mot Orion, et ce qu'il faut préciser, c'est que vraiment, je l'assure, je n'avais jamais entendu parler du mot Orion avant ça. Et c'est vraiment pas. J'entends Orion, et puis je vois donc placer 4 étoiles, assez précisément dans une forme de losange, pas très claire, pas très nette, 4 étoiles. Mais... Et je me souviens que dans ce rêve, donc j'étais là, et j'avais un ressenti vraiment de colère. J'étais en colère contre la personne qui était en train de faire ça, de placer ça. J'étais pas du tout d'accord. non, un peu plus à gauche. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'étais en colère, mais je ressens dans ce rêve vraiment de la colère. Comme une décoratrice qui voit non, c'est pas bon, on décale. Ouais, là, il ne va plus y avoir l'angle de 51 degrés, 51, de 42 là. Non, il faut décaler un petit peu là. Et, mais je sentais, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que ça allait faire un déséquilibre. Il y a quelque chose qui n'allait pas le faire. C'était pas harmonieux, la manière dont il plaçait. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je ne sais pas non plus, c'est est-ce que c'était un placement d'origine ou est-ce qu'il était en train de modifier un placement. Ça, je ne sais pas trop non plus. D'accord. En tout cas, je le vois placer. Et cette entité qui place ça ressent ma colère et que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Et il me dit, enfin, dans mon rêve, j'entends qu'il me dit, si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à retourner sur Sirius. Ok.
Et sachant que je n'avais jamais entendu parler du mot Sirius non plus. D'accord. Ouais, donc c'est un rêve assez troublant quand même, quoi. Donc ouais, c'était vraiment très très troublant. Et la suite est beaucoup plus floue, ça c'était très net. Mais la suite est un peu plus floue parce que je sais que par contre, cette modification des étoiles a effectivement entraîné quelque chose d'assez important. Voire gravissime, je ne sais pas trop quoi, mais je vois un peu une planète qui a été justement modifiée, changement d'axe. Là c'est un peu... Ah bah si un grand architecte s'amuse à bouger des soleils, évidemment, le cortège de planètes qui tournent autour de ces soleils... Ça va créer un problème, hein. Vous allez voir un déséquilibre. On est d'accord. Surtout que là, on peut le montrer, je peux vous le remontrer si vous voulez. Là. Dans cette configuration Orion-Sirius, on va retrouver le positionnement de la Terre, l'axe de la Terre à 23 degrés et demi, etc. Et le Soleil, on a tout qui s'inscrit là-dedans pour compléter ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que je découvrirai. Après, oui, parce que je précise, je ne connaissais pas Mathieu à cette époque, à l'époque de ce rêve, justement. Vraiment la première découverte. Et donc, je me réveille avec ça. D'accord. Et donc, forcément, je vais voir direct sur Internet, je tape les mots que j'avais entendus, Orion, Sirius, donc je tape juste Orion, Sirius. Et là, ouais, forcément, je découvre que Orion, ce sont effectivement des étoiles, parce que ça, je ne savais pas ce que c'était. Je découvre que c'est vraiment une constellation. Et je découvre que Sirius est aussi une étoile et qui est intrinsèquement liée à Orion. Elles sont vraiment Orion et Sirius. Oui, les deux sont... On ne parle pas de l'un sans l'autre. Dans les refrains, quand je tape sur Internet, à chaque fois c'était lié, il y avait quelque chose qui... Et c'est là que j'ai découvert, justement, en faisant toutes ces recherches. C'est là que j'ai commencé plein de recherches, forcément. Ce qui était Orion, ce qui était Sirius, à quoi ça correspondait. Et pareil, Orion, du coup, quand on tape Orion, on tombe forcément sur le plateau de Gizeh, les 3 pyramides et ce que Beauval avait découvert déjà. Voilà, sur Tétravoitoire, du coup, j'étais tombée sur les tiens, voilà, par rapport à la pyramide. Et puis, effectivement, sur ceux de Mathieu. Après, où je vois sur le train de Mathieu qui me dit que les étoiles ne sont pas placées par hasard. Et là, tout de suite, tu as pensé à ton rêve, tu t'es dit, c'est pas possible. Et je lui ai dit, oui, effectivement, a priori, il y a bien quelqu'un qui les a placés. Ok. Et en plus, dans ses travaux, il montrait bien que le positionnement a donné un axe, l'axe de la planète Terre, etc. Et j'ai vu qu'il y avait une incidence. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais en tout cas, ça m'a donné après envie et ça m'a fait faire plein d'autres recherches là-dessus. Et la petite cerise sur le gâteau qui m'a dit que là, vraiment, c'était un message qui m'était adressé. Alors, je ne sais toujours pas lequel, vraiment, précisément. Ça, on est toujours en quête, toujours, de toute façon. C'est que ces 4 étoiles que j'avais vues d'Orion, ce sont en fait les 4 étoiles cadres, donc qu'il a montré qui permettent de faire la croix. Oui, les 4 étoiles cadres, c'est pas les 3 qui sont au centre. C'est pas le baudrier, voilà. C'est pas le baudrier, c'est vraiment les 4. Dont 3 forment un angle parfaitement à l'équerre. Et donc ces 4 étoiles, aujourd'hui, quand on tape sur Internet, officiellement, ça c'est pas moi, c'est officiel, elles sont dénommées, comme toutes les étoiles. Donc il y a Kappa, il y en a qui s'appelle Kappa Orioni, les alifs. Et en fait, je voyais moi les lettres grecques qui apparaissaient quand je faisais mes recherches. Je voyais que la lettre. Et donc je voyais que le K de Kappa, sur Betelgeuse, je voyais, c'était Alpha Orioni, donc je voyais le A mis entre parenthèses sur un dessin, donc je voyais KA. L'étoile du bas à droite, c'était pas Rigel, mais c'était celle qui est juste au-dessus, qui est Tau Orioni, c'était T. Et puis la dernière, Bellatrix, Gamma Orioni, qui s'appelle Gamma Orioni. Et donc, entre parenthèses, c'est la lettre Y, le gamma. Et là, je dis, oula. J'ai mon nom qui figure dans les... K-A-T-Y. Eh oui. C'est mon nom qui s'écrit comme ça aujourd'hui. K-A-T-Y. Et son père qui a construit cette fameuse pyramide insistait pour que son prénom soit avec un K. Et j'ai fait le lien, puisque en plus, donc c'est pour ça que je te disais, comme tu disais en intro, que mon père, donc, qui est plombier chauffagiste de métier, retraité aujourd'hui, a construit son bâtiment de travail, c'était le gérant, et il a construit une pyramide sur le nombre d'or, en plus, il s'intéressait beaucoup aux mathématiques, basée sur le jaune, et une très très grande pyramide. En fait, il en a même fait un appartement à l'intérieur, c'est un de ses frères qui vivait à l'intérieur. Et mon père qui s'intéressait un peu à tout ça, en fait, avait même mis son bureau à l'aplomb, en fait, de la pointe de la pyramide. En dessous, il y avait en dessous, en fait. Donc, je pense qu'il doit y avoir un petit peu un reste d'architecte ancien. Je ne vais pas parler, mais... Ah, c'est vraiment... c'est vraiment... C'est étonnant.
Incroyable, quoi. C'est mon père qui voulait absolument que mon prénom s'écrive comme ça. Mais je retrouverai la photo du bâtiment que tu m'avais envoyé de ton papa, et puis je la partagerai, parce que c'est vrai que... Aujourd'hui, il a vendu, alors elle était jaune, il avait fait une pyramide jaune, et en dessous, d'ailleurs, ce qui m'interrogeait, c'est que toi, tous tes travaux étaient basés sur l'eau, en lien avec la pyramide, et voilà, plombier. Voilà, dans la plomberie, dans l'eau. Et tout le bâtiment du dessous, il est dit souvent que la pyramide, il y avait de l'eau en dessous aussi qui passait. Le bâtiment du dessous, c'est là où ils mettaient les baignoires, là où il y avait plein d'eau en dessous. Je trouvais ça intéressant. Oui, quand tu regroupes tout ça, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Je suis encore dans un rêve ou... Ouais. Il fallait qu'on se rencontre après. Ça, voilà, donc après, une fois qu'on s'est parlé, je lui ai dit, oui, les étoiles sont pas placées. Je l'ai vu. Toi, tu passes des années à essayer de calculer, machin et tout ça, et puis elle, bah oui, oui, je les ai vus. Eh ben oui, hein, parfois, voilà. J'ai essayé même par une hypnose, c'est l'hypnose régressive déjà, de voir un peu ce que ça voulait dire, c'est d'avoir des explications sur ce rêve. Mais à chaque fois, il en est un peu ressorti que c'était à moi de trouver le message. D'accord, oui. Donc je t'ai mis sur la voie et voilà, débrouille-toi avec ça après et cherche. Je me suis beaucoup intéressée après sur les recherches sur Sirius aussi. Alors oui, dans la symbolique, Orion est assimilé à Osiris et Sirius est assimilé à Isis. Hein. Ouais. On est d'accord. Ouais, ça on pourra en reparler parce que justement, Cathy, elle est arrivée aussi avec tout ce bagage sur la notion de féminin, masculin, sacré, qui fait le lien avec les pyramides. C'est pour ça que cette entité entre guillemets masculine, hein, t'as dit, retourne sur Sirius si t'es pas content. Ouais, c'est un travail de bonhomme là, t'as rien à faire ici. Okay. Si tu veux, on peut regarder là, justement l'histoire de l'inclinaison de la Terre. Parce que, oui, je veux bien si on peut repartager. Ouais. Là, je reprends la même chose pour que vous voyez que si je reprends en 10 500, tout à l'heure, on avait la configuration qui était posée sur l'horizon. Oui. Et c'est avec Sirius qui était carrément ici. Oui. Donc là, vous voyez que tout est décalé. Qui effleurait l'horizon. Tout est décalé et tout est un peu plus haut en 1000 ans avant. Donc maintenant, si on regarde, on a encore à peu près, on a cette configuration rectangle d'or carré, ça bouge pas trop. Sirius est un petit peu plus décalé, mais pas tant que ça. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que là, le méridien sud, il nous donne le triangle le milieu du carré ou même le triangle équilatéral interne qui arrive juste à la hauteur du rectangle d'or. Vous voyez que ce 10 500, il est quand même intéressant. Astronomiquement, il est très intéressant. Astronomiquement parlant. Et par rapport à l'inclinaison du baudrier vis-à-vis des étoiles, là je ne l'ai pas refait, mais en fait, Beauval, il l'a pris lui au moment où la première étoile ici, qui est Rigel, vient toucher le méridien. Ok. Voilà. Et moi, je le prends un peu plus tard, donc quand c'est le point de croisement. C'est ça la différence. Fait que les deux sont valables, mais avec des repères différents. Lui, c'est la première étoile, moi, c'est le point de croisement. Et donc là, en moins 10 000, autour de moins 10 500, là, on a ça. Alors, je le reprends comme ça. Donc là, on avait le cercle qui arrive sur le point de croisement. Si on considère que c'est le Soleil, alors voilà, là, on va relier maintenant Sirius et Orion, le cœur d'Orion. Et bien là, on va avoir un autre cercle qui va correspondre à la Terre. Alors, à la différence près, c'est que le Soleil, pour pouvoir être représenté à l'échelle de la Terre, il faut le diviser par 100. Ok. D'accord? C'est-à-dire que si on considère que la Terre fait 12 734 km, le Soleil, qui lui est à 1 400 000, on le ramène à 140 000 km. Enfin, exactement 139,25, je passe les détails. Donc là, vous voyez qu'en proportion, on a pile ici la Terre qui vient se positionner entre les deux à l'échelle, avec cette échelle-là, et la Lune qui vient se caler ici. C'est-à-dire qu'on a Terre, Lune, Soleil dans ce lien entre Orion et
et Sirius, et avec l'inclinaison de la Terre à 23 degrés. Ah oui. C'est quand même assez fabuleux. Ouais, Donc, comme peut-être si, que dans ce rêve, avec il y avait une histoire d'axe de pôle, voilà, qui voulait changer l'axe de la Terre, alors que non, il fallait qu'il reste bien à 23 degrés et demi. Ou est-ce que c'est ce 23 degrés et demi qui a fait que la Terre s'est mise sur cet axe, enfin sur cette voilà, inclinaison. et qu'on a perdu la conscience des choses, c'est peut-être ça aussi. Hein. Ça reste encore mystérieux. Et voilà, pour vous dire que, d'une part, les étoiles ne sont pas placées par hasard, et que les pyramides nous renvoient finalement à des repères temporels bien précis, dont donc moins 10 500 par rapport au cycle d'Orion, ou ce moins 11 600 qui serait plus lié à Sirius, puisque c'est le moment où Sirius passe au Plural dans le... Ok. Alors, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que là, tu nous représentes Orion à plat, mais Oui. il faut savoir que ces étoiles ne sont pas du tout à la même distance. Ah oui, oui. Alors, bah oui, ça avait été une première, aussi une découverte assez incroyable de Georges. Oui, lorsqu'on calcule en distance UA, je crois, et que l'on additionne, alors je ne sais plus si c'était les 4 étoiles. C'est les 7 étoiles. Les 7 étoiles ont retombé sur 5200 années-lumière. Et ça, avec des chiffres que je n'ai pas réussi à retrouver aujourd'hui, parce que en fait, quand on regarde aujourd'hui les distances des étoiles, c'est selon les sites, etc. C'est jamais et ça marche plus. Oui, non, je sais que... C'est assez bizarre. Et ces données-là, on les avait eues par un gars qui travaillait, qui utilisait son ordinateur pour la NASA. En fait, la NASA avait besoin de plein d'ordinateurs de particuliers pour faire tourner des trucs. Lui, il s'était proposé parce qu'il était branché là-dessus. Et par ce biais-là, il nous avait un peu aidé et il avait dégoté ces distances assez précises parce que il allait avec les virgules. Hein, c'était 273, je sais plus combien années-lumière pour Bellatrix, par exemple. C'était précis. Et j'ai jamais réussi à les retrouver, ces données-là. Et on a perdu la trace de cette personne. Mais sur le moment, quand on est tombé sur ce truc, alors que on ne cherchait pas ça spécialement, hein, et là on voit 5236 années-lumière. Waouh. Donc c'est la coudée égyptienne, hein, pour ceux qui connaissent pas, et qui est calculée avec pi sur 6. Oui. Donc c'est-à-dire que dans la distance des étoiles, on aurait ce pi sur 6, donc pi, et dans le vue de face, on a la croix d'Orion qui nous donne l'angle de la pyramide, qui lui est calculé avec 4 sur pi. C'est la tangente de l'angle. Si on divise la hauteur par la demi-base, on a le 4 sur pi. Donc ça veut dire que pi est inscrit dans les étoiles. Oui, parce que donc là, on a évoqué le 51 degrés 51, donc c'est pratiquement 52 degrés, ou le 42 degrés. Ben, il se trouve que c'est deux angles qu'on retrouve dans les indices de réfraction de la lumière, dans les arcs-en-ciel. Quand on a deux arcs-en-ciel, ça arrive quand même assez régulièrement si on regarde de près. Le deuxième est souvent très diffus. Oui, il est en second plan, on le voit moins nettement, mais lorsqu'on regarde bien, on devine un second arc-en-ciel au-dessus du premier qui est très net. Exactement. Et ben dans le premier arc-en-ciel, on est à 42 degrés, alors qu'on peut même regarder dans le détail. Voilà, donc là, l'angle sur les apothèmes 51,85 ou 51,50 minutes. Là, le 42, on est à 40. L'angle sur les apothèmes, c'est exactement 41,997. Et donc là, vers les indices de réfraction de la lumière dans l'arc-en-ciel primaire, vous voyez, c'est sur le 41,907, il serait là entre le vert et le bleu. Il serait au milieu, en gros, à peu près au milieu de l'arc-en-ciel. Alors que l'autre, 51, il est à la limite de ce qui est visible et de l'invisible. Donc, ce qui est symboliquement aussi est beau, parce que là, on est au cœur de l'arc-en-ciel, et là, on est à la limite du visible et de l'invisible.
C'est deux angles qui sont quand même importants et qu'on retrouve, c'est un peu comme le nombre d'or qu'on retrouve partout dans la nature. Eh bien, ces deux angles, on les retrouve là aussi dans le ciel. Je ne sais plus qui avait dit cette phrase que l'arc-en-ciel faisait le lien entre les hommes et Dieu. Ben, c'est Noé. C'est Noé, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'était dans la Bible. Voilà. Donc, je mettrai cette arche en. Oui, je ne sais plus comment c'est dit exactement. Eh ben, on est dedans. La pyramide aussi, on la retrouve. Si je reprends mon dessin là de base, donc en moins 11 600. La pyramide, si je la fais partir d'ici jusqu'en haut du rectangle d'or, eh bien, on voit qu'elle arrive là, pile sur le méridien sud. Parce que si je la fais aller jusqu'à Sirius, eh bien, elle va dépasser un petit peu. Il y a le rapport avec le nombre d'or est un peu différent. Voilà, à l'échelle de la pyramide, ça dépasserait de 4 mètres 28. Pour donner une petite idée. Mais là, on arrive pile sur le méridien sud. Et on a aussi, cette fois-ci, je la cale en haut. Vous voyez qu'on arrive exactement sur Alnitak, qui représente l'étoile correspondante à la grande pyramide au sol. Donc c'est quand même assez fort hein, de retrouver tout ça. Voilà, par rapport à cette dernière découverte, ce qu'on peut dire. Hein. Oui, moi je voulais aussi qu'on aborde la primosophie, chose que tu as découvert, Mathieu, et que tu utilises beaucoup aujourd'hui. Alors comment t'es venu justement cette idée de... Bon, on va peut-être réexpliquer pour ceux qui ne connaissent pas cette primosophie. Je dirais c'est un petit peu comme ce qu'on appelle... j'ai un trou, excusez-moi. Guématrie. Voilà, la guématrie. Où on attribue à la lettre A le chiffre 1, B le chiffre 2, etc. jusqu'à Z 26, et où justement on peut décomposer des mots numériquement, je dirais. Et toi, tu es parti sur ce que tu appelles la primosophie. Alors, comment t'es venu déjà cette intuition d'utiliser les chiffres premiers hein, voilà. Alors, on va rendre à César, lui doit être rendu. C'est-à-dire, en fait, c'est Georges Fermat, c'est encore lui, qui a inventé ce mot-là. D'accord. Donc, c'était dans les années 2000, à peu près. Donc, nous, on était en plein dans nos recherches sur les pyramides. Il avait eu cette intuition-là, avec quelques données qui nous avaient interpellés à l'époque, mais en fait, on l'a jamais travaillé plus que ça. On s'amusait un peu avec, tu vois, mais sans plus, quoi. C'est presque un peu on jouait avec les noms, prénoms, voilà, voir si ça donnait des chiffres un peu spéciaux. Mais on n'avait pas posé plus la question que ça. Et jusqu'à ce que je travaille sur la France. Donc après tout ce travail sur l'Égypte, j'étais amené à travailler sur la France, donc l'Hexagone. Oui. Toujours la géométrie là derrière. Bah là, je renvoie à la vidéo que nous avions fait ensemble avec Hervé sur Monde Mystérieux. Oui, voilà. Donc, pour aller un petit peu plus en détail sur ce lien avec la France. Donc voilà, on voit des dessins de pyramides qui arrivent. On a l'équerre au centre de la France. Voilà, bon. Et à ce moment-là est revenue cette idée de primosophie, mais c'est en regardant un bouquin, je peux le voir là, sur les secrets de la fleur de vie. En regardant ce bouquin, à un moment donné, il parle de la fleur de vie classique, celle qu'on connaît, mais il parle d'une autre fleur de vie avec deux centres. Et il associe à Lucifer. Donc l'autre à Dieu. Et ça m'a ramené à ce qu'on avait avec Georges sur la primosophie, le fait que Dieu, si on fait le total des lettres du mot Dieu, on va avoir 102. Je ne sais plus si je l'ai. Ah non, je l'ai mis avec bien et mal. C'est pas. Je l'ai pas fait avec Dieu et Lucifer. Parce que Dieu fait 102 et Lucifer fait 201.
C'était un peu les premiers éléments qui nous avaient interpellés. Cet effet miroir. Ouais, voilà. Et Don Valo Melchizedek, il explique que quand on regarde cette fleur de vie d'une certaine façon, c'est-à-dire comme quand on regarde les images en relief, Oui. on change notre façon de regarder, un peu comme Cathy expliquait là, dans ce qu'elle avait quand elle était petite. Là. Et tout d'un coup, en fait, au lieu de voir 2 points, on en voit 3. On remet le 1 au centre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on louche et au lieu d'avoir 4 points, il y en a 2 qui se superposent comme ça. Donc on remet 1 au centre. Et il se trouve que si on part de 201 qui nous dit aussi dualité et qu'on remet 1 au centre, primosophie, le nombre devient 211. Ok. Et le mot 211, c'est le nombre 211 correspond au mot amour. D'accord. Donc ça m'a vachement interpellé. Et là, je me suis dit, ben là, il faut que tu creuses. Là, il y a quelque chose à faire. Et puis, effectivement, ben, on se rend compte que non seulement, là, quand on fait ça, quand on regarde, au début, on voit qu'un, mais en fait, il y en a 2 qui se superposent. Donc, si j'ai 2 au centre, j'ai 221, et ça me dit le cœur. Et on se rend compte que s'il y a un troisième 1 qui vient, donc la Trinité, on est à 231 qui amène au mot lumière. Donc, c'est-à-dire, je reprécise bien que là, on additionne, là, ici, le 31 pour le lumière, oui. le 71 pour le U. Alors, pour expliquer justement, oui, par rapport à cet exemple sur la guématrie, toi, tu utilises les nombres premiers que tu Oui, voilà, la spécificité, c'est ça. C'est que ce sont des nombres premiers. Que tu viens coller sur l'alphabet. Ce sont des nombres qui se divisent que par 1 et par eux-mêmes. C'est ça. Et avec la spécificité qu'on intègre bien le 1. Aujourd'hui, les mathématiciens ne font plus apparaître le 1 comme nombre premier. On le voyait encore dans les cahiers d'école jusque dans les années 60. Là, on voyait encore le 1 comme nombre premier, mais là, maintenant, ils ne le mettent plus. Parce qu'ils ont rajouté une définition qui fait que les 2 nombres doivent être différents. Parce que le 1, il rassemble tout, le 1, finalement. Mais toi, tu ne l'as pas zappé, voilà, le A, c'est le 1. Et justement, c'est fondamental, parce que l'objectif et ce vers quoi tend la primosophie, c'est justement d'aller retrouver ce 1, cette unité. Et même ces 3 1, je vais dire, cette trinité qu'on va mettre au centre. Notre dualité, parce qu'on vit dans le monde de la dualité, pour moi, c'est ça, c'est comme si on était Lucifer, finalement. On est des êtres déchus dans la matière, dans le sens où on vient vivre dans la matière. Et dans cette dualité qu'on expérimente tous les jours, plus ou moins facilement. C'est pas simple pour certains, c'est plus facile pour d'autres, on va dire. On la voit bien s'exprimer, en tout cas, surtout en ce moment. Et donc, si on remet ces 1, voilà, on va pouvoir retrouver la lumière, et c'est le chemin, c'est la verticalité qu'on va remettre. Donc il y a toute une symbolique qui vient se mettre en place, et que la primosophie est venue là, mais éclairer, donner un éclairage incroyable. Et là-dessus, Cathy est arrivée, elle, en travaillant notamment sur les questions de féminin et de masculin, qui faisait le lien avec Isis et Osiris. Et là, voilà, on peut en parler aussi un peu. Vous complétez pas mal, du coup, tous les deux. Et ouais, en fait, c'est surtout ça qui nous a rapprochés, finalement, parce qu'elle... En fait, en commençant à faire mes recherches suite à mon rêve, je suis tombée effectivement sur la vidéo qui est sur Stria, le message des pyramides. Oui, le message des pyramides. Il parlait effectivement de cette géométrie dans le ciel, qui, moi, me rappelait mon rêve, bien sûr. Mais je suis, en continuant, il parlait de la primosophie, et vraiment, il y a quelque chose en moi qui a fait tilt quand il a parlé de la primosophie. Il y a quelque chose où je me suis dit, oui, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et j'ai commencé à faire mon tableau avec plein de mots, j'ai trouvé des corrélations et des choses incroyables. C'est ça qui relie encore plus. En quelques mois, elle en avait déjà beaucoup plus que moi de références. Parce que moi, au début, je les faisais un peu comme ça, tu vois. Et puis, je m'arrêtais que sur les nombres qui avaient une spécificité, tu vois, des 444, des 222, des nombres miroirs, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, on se dit,
oh là, mais zut, ce nombre-là, je l'ai déjà vu quelque part, bon sang, puis, Je je l'ai pas noté. Donc, après, tu commences à faire ton tableau, dans un petit tableau Excel, tu notes bien tout, voilà. Oui, comme ça, pour pouvoir faire ces rapprochements avec. pour faire les rapprochements, parce que sinon, au début, t'as rien, quoi. Voilà. C'est ça. Et petit à petit, donc, moi, j'ai commencé à avoir une base de données. Et puis, quand Cathy a commencé à me prendre contact avec moi, elle avait déjà un tableau et elle en avait plus que moi. Donc, elle était partie à fond dessus et donc, ça s'est bien complété, quoi, finalement. Et voilà un autre exemple, hein, le mot même, la primosophie. Oui. 431, que Georges a inventé. Hein, c'est la sagesse du 1, Primo Sophia. Hein, D'accord, ouais, ok. Donc, ok, et ben la primosophie 431, la sagesse du 1, 431. Et ça, je l'ai découvert presque 20 ans après la découverte. Quoi. Ah oui. C'est quand même et c'est connaître le 1, 431, et c'est 4, 1, et c'est 1111. On en a parlé en off. Parfois, certaines choses viennent à toi, mais tu n'es pas prêt pour les assimiler, les comprendre et les utiliser. Il faut le temps, il faut être prêt, quoi. Ouais. Ben, toi, la primosophie, elle est venue parce que, en fait, je travaillais sur la France et que c'est avec le langage français qu'on travaille. Et oui, ben, on en avait parlé justement avec Hervé. Voilà, et c'est un langage moderne en plus. Enfin, c'est le langage français moderne, actuel. C'est ça. On parle pas de choses qui reviennent, voilà. Donc, et ça perturbe beaucoup de gens parce que ça veut dire que c'est maintenant et que en plus c'est pas sur les autres langues. Oui. Donc, tu as essayé avec l'anglais, par exemple. Oui, vous avez essayé tous les deux de voir si ça pouvait fonctionner aussi avec. Oui, on a commencé un petit tableau de comparaison, mais tu te rends compte que, alors bien sûr, c'est des lettres, donc ça fonctionne, tu vas avoir des nombres, mais les corrélations en anglais sont pas du tout les mêmes. Et en fait, c'est ce qu'on se dit, c'est que en fait, le français et la France, et ça, tout le monde est plutôt d'accord que la France a quelque chose d'important qui va arriver, et donc la France a vraiment un message précis à donner. Le français, on fait partie, ce langage français. Et peut-être qu'en faisant ça avec l'anglais, il va y avoir un autre message, autre chose. Mais là, nous, avec la primosophie, on a vraiment ce recentrage. Oui, c'est comme le langage des oiseaux. On voit que ça fonctionne très bien avec certains mots français et pas forcément avec d'autres langues. Ça doit très bien fonctionner avec l'anglais, mais il faudrait trouver le message que nous dit l'anglais. Et on joue des fois avec les deux, primosophie et langage des oiseaux. Et oui, ça vous permet de trouver aussi des petites choses. Mais voilà, et aujourd'hui, tu vois, pourquoi ça sort maintenant, c'est peut-être pas par hasard non plus, parce que on voit qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en train de bousiller notre langue, quoi. Il y a cette fameuse novlangue là qui apparaît, on écrit en langage SMS, machin, et alors que derrière, il y a quelque chose de fondamental pour nous permettre de retrouver, de refaire notre connexion à qui on est. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment important de refaire ces connexions-là. Oui, et d'autant plus que, enfin, toi, tu l'as constaté dans tes recherches, Mathieu, qu'il y a quand même un lien très fort avec Gizeh et la France. Ah oui, attends, ça c'est parce que là justement les 4-1, c'est quoi ces foutus 4-1? Pourquoi 4 hein? Et ça, on peut l'expliquer par justement la géométrie sur la France. Alors attends. Non, moi, j'avais fait cette petite remarque un jour en disant, regardez, France, déjà, le mot France est composé de 6 lettres. Il commence par le F, qui est la 6e lettre de l'alphabet, et la forme de la France est un hexagone, donc une forme géométrique à 6 côtés. Donc il y a ce nombre 6 déjà qui est assez récurrent. Ouais, et moi, j'ai découvert, je me suis remis dans la primosophie en voyant la fleur de vie. La fleur de vie, c'est à partir de 6 cercles. Hein, voilà. Exactement, aussi. Donc, il y a bien ce lien, quelque part, avec l'hexagone. Mais comme si c'était à notre époque où il fallait que nous fassions ces découvertes. Avant, de toute manière, comme tu l'expliques, hein, tu as travaillé avec des logiciels astronomiques. Moi, j'ai reçu beaucoup de monde qui travaillait avec Google Earth. Il y a encore 20 ans, on n'aurait pas pu découvrir tout ça. Je dirais que c'est comme si on était arrivé dans l'époque où toutes ces révélations, l'apocalypse, allait arriver, quoi. Et tu vois,
l'hexagone, le nombre du mot qui correspond au mot hexagone, c'est 212. 112, c'est l'expression bien et mal. Tu vois, on est toujours dans cette dualité aussi. Dans cette dualité. Et qu'est-ce qu'on a de particulier sur la France? C'est qu'on avait cet axe de Paris, Paris-Isis, d'ailleurs, Paris-Isis, qui est au centre et qui était le repère de la Terre avant d'être basculé sur Greenwich. Tout à fait. Donc, comme quoi, déjà, la France avait déjà un positionnement fort par rapport à tout ça. Et on voit que bien ou mal, c'est le même nombre. Et qui dessine en plus le yin et le yang. Donc, ouais, donc pour basculer du côté obscur, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est intégré, pardon. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ça, c'est toute la question. La question elle est là, la relativité des choses. Tu fais un acte, certaines personnes vont penser que cet acte n'est c'est pas forcément mal. Limite pour eux, c'est bien. Pour toi, ça va être quelque chose de mal et vice-versa. Tu vois, chacun. Parce que c'est pas l'inverse, tu vois, c'est pas 96. Ça aurait été 96, ça voudrait dire que c'est antinomique, tu vois. Mais non, il y a une opposition. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Donc ça, c'est très important à comprendre parce que sinon, on reste toujours dans la dualité. C'est ça. Il faut savoir se détacher un moment de cette dualité et de choisir sa voie. Et les 80, ils nous sont signifiés par la France. Alors, là, on est sur l'axe de Paris à Anvers. Okay. Et là, on est au centre de la France. D'un cercle qui englobe, je vais quand même vous le montrer vite fait. Voilà. Qui englobe toutes les côtes françaises. Voilà. Voilà. Il y a l'axe de... Un petit chouïa ou la Bretagne, bon, c'est le Finistère, c'est la fin de la Terre. Là, ce serait un autre... Là, c'est un cercle de 1000 km de circonférence qui vient se caler sur l'Alsace, la côte méditerranéenne, les Pyrénées. Là, si on dessine l'autre cercle qui vient pile vraiment raser la Bretagne, le point le plus extrême, le cercle fait exactement 3600 km de circonférence. Ouais. Et là, on est calé sur Stonehenge qui est à 3600 km de Gizeh. Et la particularité, donc, c'est qu'au centre, on a ce hameau qui s'appelle l'Équerre. L'Équerre. C'est le lien avec l'instrument de mesure et l'Égypte avec le Caire. Le Caire. Et alors. Avec un lien primosophique également. L'Égypte, c'est le Caire. Et bien, on a l'Équerre. Donc, c'est les deux S. La différence en France. Oui. Avec la primosophie, les deux S associés, ça fait le mot France. Ça fait 122, c'est le mot France. Ah oui. Tu ajoutes le mot France à le Caire. Donc, on a, au centre, on a le Caire plus France. Et si tu rajoutes un petit bâton entre chaque, bah, t'as Isis, quoi. Et voilà, non, ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin, exactement. Et donc, si on va sur ce centre, eh bien, ici, à côté de Saint-Amand-Montrond, où il y a une pyramide, d'ailleurs. Oui, où il y a la pyramide, c'est d'or, le musée de l'or, je crois, c'est ça, non? C'est de l'or. Donc là, moi, le message, il m'a été donné là, par cette image-là. Autant dans les étoiles, là, j'ai eu cette merveilleuse géométrie là qui, pour moi, est fondamentale. Autant là sur la France, c'est peut-être cette image-là qui est pour moi la plus forte. C'est qu'on a donc ici l'Équerre, donc vraiment voilà juste à côté du point central. Je peux me positionner là. Et on a trois autres hameaux l'Équerre à côté de Vichy. D'accord, l'Équerre-la-Chapelle, l'Équerre-Limon. Il y en a plusieurs, des l'Équerre, il y en a plusieurs en France. C'est la racine, c'est la pierre, mais c'est aussi l'angle. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'étymologie de ce nom, l'Équerre, tu me dis, c'est la pierre, c'est ça? Oui, la roche, la pierre. D'accord. Oui, bah ou l'angle aussi. Il y a aussi la notion d'angle. Il y a les deux étymologies. D'accord. C'est quand même étonnant. Ouais, lorsqu'on est versé dans les pyramides, on se dit, bon, la grande pyramide qui est faite que de pierre et avec des angles dans tous les sens. Donc, notre langage français a retenu ça, donc l'Équerre. Voilà. Et donc, ici, on a ce petit triangle qui, en fait, est isocèle. Je ne sais pas si je le fais réapparaître là. Non, peut-être pas, non. Ici, il y a 11,1 km de chaque côté. Les deux côtés identiques font 11,1 km et ils pointent exactement à 111 km de l'Équerre. Donc, finalement, et donc c'est les 3,1, 422 qui nous disent vers le centre.
primosophie. Donc c'est bien toujours cette notion-là d'aller au centre, d'aller mettre les 3 1 au centre. Au centre de quoi? Au centre de notre dualité. Dans notre fameux 201 et sur l'axe vertical, dans notre axe qui va faire notre verticalité, qui va nous permettre de retrouver la lumière finalement. 201 amour, 221 le cœur, 231 lumière. Donc voilà le message, quelque part, il est là. Et la primosophie nous dit 4, 1. Pourquoi 4? Parce que quand on fait ça, on va aller sur cet axe de lumière finalement, eh bien on va faire la connexion à l'autre 1 qui lui est le 1 du tout de l'unité. Donc ce qui permet de faire le lien entre la dualité, nos 3 1, lumière, et on fait le lien avec le 1 de l'unité. Alors, le message il est là, il nous a été laissé là, sur la France. Comme ça. Alors certains vont te dire, oui, mais c'est pas possible d'avoir placé des petites communes de telle sorte à faire ressortir tout ça. C'est comme avec tes étoiles. Tu n'as pas fait un rêve, Cathy, où tu vois quelqu'un placer des communes sur la France? Mais c'est comme les étoiles. Hein. On place bien des étoiles dans le ciel. Alors, oui, alors des communes, rien de plus simple. Non, mais c'est là, effectivement, à un moment donné, ça ne peut plus être humain. Dans le sens où ça a été fait peut-être en conscience, vraiment, parce que ça voudrait dire qu'il fallait des cartes, il fallait, là encore c'est à 111 km, mais il y a toutes les autres corrélations qu'on a qui sont sur des échelles beaucoup plus grandes, avec Gizeh, etc. Là, à un moment donné, ça dépasse, il faut se rendre à l'évidence que ça dépasse notre entendement, en tout cas tel qu'aujourd'hui on peut l'imaginer. Ouais, comme donc, tu le soit dis, c'est des êtres exceptionnels, soit c'est des êtres qui ont été guidés à un moment donné pour dire vous allez vous installer là les gars, c'est dans ce village, c'est ici là que vous allez mettre votre village, et en plus vous l'appellerez comme ça, quoi. Oui, c'est ça, comme tu le disais, est-ce que ça a été fait dans l'inconscient ou est-ce que c'était 100% volontaire, quoi? Ça, le 100%, oui, le 100% volontaire, j'y crois pas trop. Je pense que plutôt des choses se font parce qu'elles doivent se faire à un moment donné. C'est des intuitions. C'est malgré nous, hein. Même nous, hein, ça nous arrive de faire des choses, on ne sait pas pourquoi. Il y en a ils ont reçu un message de dire il faut construire une église là, une chapelle là, ils savent pas pourquoi. Et puis après, on se rend compte que cette chapelle, elle est reliée géométriquement avec plein d'autres sites. Ils n'avaient pas cette conscience-là quand ils l'ont faite. Ils savaient juste qu'il fallait qu'ils fassent une chapelle ou un mégalithe, peut-être pareil à l'époque. Oui, c'est comme cette ligne, la ligne Saint-Michel, hein, qui part de l'Angleterre et qui va jusque, je crois, en Italie, où sur cette ligne, on retrouve des sites attribués justement à Saint-Michel, quoi. Et Saint-Michel est super important pour la France. Donc c'est un des saints patrons, et Saint-Michel, il totalise 303. Autrement dit, 201 plus 102. Et sur la France, on a une ligne aussi qui est sympa, qui passe justement alors pas sur l'équerre, mais juste vraiment un tout petit peu en dessous. On doit être à 3 km de l'équerre, et qui fait Saint-Michel, la pyramide de Falicone à côté de Nice. Et l'autre pyramide qu'il y avait aussi sur Nice, Saint-André-de-la-Roche. Qui a disparu, une pyramide qui a disparu dans un échangeur d'autoroute. Oui, c'était pas une pyramide vraiment carrée, c'était plus une pyramide rectangulaire, je crois. Ah, peut-être, oui, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y avait quelque chose, et qui est aligné avec Falicone et le Mont-Saint-Michel. Et alors, oui, et donc cette ligne-là, si vous regardez l'angle sur par exemple la verticale sur le méridien de Paris, là, et bien l'angle sera exactement de 51 degrés 51. Donc voilà, ça n'a pas, petit clin d'œil. Ça n'a pas été calculé, quoi. Enfin voilà, la pyramide est toujours là. Et des dessins de pyramide, il y en a plein sur la France. Et pour l'anecdote, on est allé à l'équerre. On est allé voir un mot sur l'équerre, et c'était assez incroyable. Il pleuvait des cordes au début, et on arrive à l'équerre, ça arrête de pleuvoir. Soleil, fin de journée, et là, bon, énorme arc-en-ciel au-dessus de nous. Arrivé à l'équerre. Merci. Voilà, le petit clin d'œil de la matrice.
Après, une autre pyramide que j'ai l'habitude de présenter aussi, c'est du côté de Sisteron, dans le côté des Alpes, là, du sud. On a le village La Motte du Caire, le Caire, Faucon du Caire, qui sont alignés tous les trois. Et par rapport à une ligne horizontale est-ouest, bien, on a l'angle de la pyramide. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que si on prolonge là, cet axe-là, on arrive sur Stonehenge précisément. Et Faucon, c'est Horus. Hein, oui. Voilà. Donc là, on a le Caire, là, on a la Motte du Caire, on a la Motte, on va dire, on a la pyramide. La pyramide et le Faucon, Faucon du Caire. Voilà. Et en plus, le lien avec Stonehenge, voilà, donc qui n'a rien d'égyptien, mais comme quoi tout est relié. Tout. Oui, tout est relié, hein, de toute manière, quels que soient les sites. Si on travaille sur les sites sacrés de la planète, on se rend compte qu'ils sont tous reliés. D'ailleurs, je vous renvoie à l'émission que j'ai fait avec Yann, la toute dernière d'Horus, qui a travaillé dans ce sens et qui nous fait voir que oui, en effet, tous les sites sacrés de la planète, hein, quelle que soit l'époque supposée de leur construction, on se rend compte que tout est... voilà, tout a été agencé en utilisant racine carrée de 5, racine carrée de 3, racine carrée de 2, etc. Le nombre d'heures, enfin, c'est incroyable, quoi. Alors après, certains, comme je le disais tout à l'heure, voilà, on est peut-être plus dans l'inconscient, quoi. Comme tu le disais, Mathieu, oui, un jour on a dit c'est ici qu'il faut faire le temple, et pour qui, pourquoi. Oui, on a peut-être l'information en nous, hein, mais on le sait pas. C'est ça. On est en train de retrouver les choses, mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Mathieu? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ah, ça, c'est une bonne question. Eh bien, peut-être que pour en parler, on peut reprendre le lien avec le masculin et le féminin. Avec Isis et Osiris. Un des éléments importants, qu'est-ce qu'on en fait? On a parlé de ces 3-1, donc cet alignement et ce recentrage, hein, puisqu'on les met au centre. Aujourd'hui, le message fondamental, il est là pour moi, c'est comment je m'aligne et comment je me recentre. Je m'aligne sur quoi? Et ben justement aussi sur mes polarités, masculine, féminine. Je m'aligne sur mon passé et mon futur, et je m'aligne sur mon axe tertiel. Ça, moi, c'est le message que j'en ressors par la primosophie, par tout ce travail sur les pyramides, parce que la pyramide, c'est ça, hein, si on regarde, c'est un bâtiment qui est parfaitement aligné sur le nord, on l'a dit tout à l'heure, et c'est un axe vertical qui pointe vers un sommet, donc un point qui peut représenter l'unité en haut. On part du 4 et du 1, hein, les 4 1, Sophie, hein, les 4 1. Mais il y a cette notion importante, Cathy, tu vas peut-être sur l'alliance du féminin et du masculin. Oui, dont on parle beaucoup d'ailleurs également en ce moment. Et moi, la philosophie m'a vraiment amené là-dessus, par rapport notamment à Sirius, puisque forcément, j'ai fait le lien avec Isis, et puis toutes les différentes déesses féminines dont on peut parler, hein, Inanna, Ishtar, Marie-Madeleine, Marie, etc. Et bien d'autres qu'on connaît un peu moins des fois, mais tout aussi intéressantes. Et moi, les numéros, enfin, les nombres que je vais avoir avec la primosophie, ça va être vraiment des intuitions qui me viennent pour tester les mots. Et là, entre autres, ça m'a vraiment amené sur féminin, masculin, sacré, qui donne comme par hasard, voilà, le féminin sacré 344 et le masculin sacré 433. Voilà, miroir inverse, chacun va avoir un peu son mot. Nous, on parle de complémentarité, du coup, dans ces cas-là. Et donc, c'est quand même déjà très beau. C'est plus une complémentarité qu'un miroir. Ouais. Le 3 et le 4, on sait que c'est le chiffre ciel, le ciel, la terre aussi, hein, qui sont qui donne effectivement un total de 777. Magnifique. Nombre que nous retrouvons dans la Bible. Hein, bien sûr, dans tellement... l'Apocalypse de Saint Jean, la révélation de Saint Jean, je vais dire. Il nous dit aussi d'ailleurs, le tout est dans le tout, en primosophie. Quand on prend les lettres de tout est dans le tout, on a le 777. Donc, quasiment tout est dit, d'ailleurs. Cette alliance féminin-masculin. On parle bien d'ailleurs, hein, maintenant c'est dit, je pense que les gens le savent, mais on ne dit pas quand on dit féminin sacré, masculin sacré, c'est pas juste la femme et juste l'homme. C'est des principes, des valeurs beaucoup plus généraux. Et justement, quand
je fais le principe justement féminin pour montrer que c'est beaucoup plus large. Le principe féminin et le principe masculin, et ben c'est pareil. On tombe sur une complémentarité très belle de 455 et 544. Pareil. Donc, on donne le fameux donc, 999, 999. Et pour nous, 999, donc en primosophie, c'est aussi l'amour et l'unité retrouvée. Donc, on est bien sur voilà, l'unité, hein, quelque part, on peut dire, se retrouver qui en est le but. Et allier le féminin sacré et le masculin sacré. Donc là, en plus, on a avait pu trouver avant. Là, moi, je trouvais ça vraiment magnifique. Et je savais que c'était un peu dans ce but-là aussi, les recherches et tout, aujourd'hui. Et alors, j'étais frustrée au départ parce que j'avais ces deux-là. Je me dis, mince, il manque le 888 quand même. Oui. Il est où le 888? Hein, quand même. Et ben, au moment où je me dis ça dans ma tête, bim, j'ai une intuition. Je tape dans le petit logiciel qu'on a pour retrouver. Et ben oui, je tombe sur le 888 et qui me dit l'équilibre du féminin et du masculin. Donc là, le 8 qui symbolise effectivement hein, l'équilibre. Enfin, là, voilà, ça confirme l'équilibre du féminin. Avec le couple sacré 333. Et c'est là que c'est intéressant de faire le lien quand même avec ce qu'on a vu tout à l'heure entre Orion et Sirius, parce qu'on a une magnifique harmonie dans le ciel avec ces rectangles d'or, ces carrés, ces cercles Terre, Lune, Soleil qui unifient qui unissent les deux. Les deux constellations. Enfin, le Sirius c'est plus une étoile et. Oui, voilà, mais c'est dans la représentation égyptienne, c'est une étoile Sirius et c'est une constellation Osiris. On a ce lien géométrique très fort dans les étoiles, et là on retrouve des choses par la primosophie, des liens quand même assez incroyables aussi, qui correspondent bien à cette complémentarité des deux. Et aujourd'hui, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ben, justement, c'est bien là tout le travail qu'on a à faire sur nous, sur comment je me connecte à mon féminin, à mon masculin, sachant qu'on a les deux polarités en nous. Et là, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, c'est un scandale, quoi. On est en train de pourrir nos enfants sur des notions de genre, etc., de les perdre complètement. Je vais pousser un peu mon coup de gueule, hein, mais parce qu'on est en train d'essayer de noyer de poisson, justement pour nous éloigner de ce qu'est le féminin et le masculin. Et aujourd'hui, il faut retrouver tout ça. Et là, on est en train de nous perdre avec ces notions-là dégenrées, là, je sais pas. Oui, il y a rien d'homophobe dans ce qu'on. Non, absolument pas. Mais c'est vrai, c'est ce côté de vouloir mélanger le. Je comprends très bien, et le fond, on se rend compte que finalement, ce que les gens ils cherchent, c'est ça, à travers ces histoires-là. Ce qu'ils recherchent, c'est ça, mais ils le recherchent pas dans le bon sens. Ils vont chercher ça après même jusqu'à aller à des opérations, tu vois. Oui, alors qu'un homme a une part de féminin en lui une femme a une part d'homme en elle, hein, et c'est là où il faut savoir travailler avec ces deux concepts sans aller dans l'extra, voilà, comme tu dis, aller faire des opérations, et puis c'est Yel, hein, c'est ça. Voilà, avant d'arriver à ça, on peut quand même travailler sur autre chose avec quand on fait opérer nos gamins. Là, je pousse mes Google, c'est par rapport aux enfants, hein, les adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais les enfants, des opérations, on laisse faire des opérations à des enfants. Moi, là, ça m'offusque. Oui, parce que à un certain âge, on se cherche, sexuellement, on se cherche, voilà, et ils peuvent faire des gestes qu'ils vont regretter plus tard, quoi. C'est surtout ça. Alors que justement, on ne parle pas d'organes, on parle de valeurs, de création, dans le féminin, d'inspiration, et le masculin qui est plus en fait dans l'extériorisation et la mise en pratique des inspirations et des idées intérieures du féminin de création. C'est ça en fait, mais ça a été mis sur un genre ou un organe, alors que pas du tout. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Donc là, il y a un outil qui peut peut-être nous aider à essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces polarités et cet équilibre à retrouver, hein, de 888. Et 888 et 38 en primosophie, c'est le même nombre. Et quand on écrit 888 en toutes lettres.
D'accord. Alors, il y a des petits trucs rigolos comme ça. Ouais, bah, oui. On parle beaucoup du féminin sacré avec Marie, on en parle beaucoup aussi ces derniers temps. Et Marie-Madeleine se montre à beaucoup de femmes. Moi, j'ai plein de femmes autour de moi, femmes effectivement, mais qui disent qu'elle a un lien, ou qu'ils ont eu des intuitions, qu'ils ont eu des visions, qu'elles ont eu des rêves en lien avec Marie et Marie-Madeleine. Madeleine étant un ordre, en fait. C'est un titre plus qu'un nom. Plus qu'une réveiller l'ordre des Madeleines. Donc voilà, on peut le voir sous cet aspect-là, Marie-Madeleine. Après, on anime des ateliers aussi où maintenant j'associe dans ce féminin sacré non seulement Isis, mais les autres déesses. Parce que il y a sa sœur Nephthys, il y a sa mère Nout, et avant il y a Tefnut. Côté masculin, il y a Seth, il y a Osiris, il y a Geb, il y a Chou. Si on prend les néades égyptiens, les 9 premiers dieux. Et voilà. Et quelque part, on peut aussi travailler en conscience, parce que avec la primosophie et même la géométrie, parce que tout ça s'imbrique d'ailleurs dans une géométrie particulière. On peut mettre tous ces dieux-là, ces 9 premiers dieux, dans une géométrie particulière. Et en le visualisant, on travaille sur soi, en fait. Et par le travail de visualisation, on arrive à vraiment changer des choses profondément en nous. Et l'objectif de tout ça, finalement, pour moi, ça m'a amené à ça, en tout cas, à faire vraiment un travail intérieur, de changer sa façon de voir les choses. Et changer son regard, c'est le fameux 666. Voilà. Si tu le renverses, tu arrives au 999. 999. Qui est un très beau nombre, le 666 au passage. Oui, on associe toujours ce chiffre à quelque chose de diabolique, de satanique. Oui, pour la simple et bonne raison que pour avancer, il faut aller dans le centre, il faut aller dans le noir, il faut aller dans nos peurs. Donc forcément, c'est ça qui nous freine. Et donc pour t'empêcher d'y aller, on va mettre un Satan, un truc comme ça, toi, un truc qui te fait bien peur quelque part, pour t'empêcher d'y aller. Alors que l'objectif, justement, c'est d'y aller, de transcender ça, de transmuter ça. Cette peur, cette angoisse, ces trucs-là, pour pouvoir retrouver finalement qui on est. Mais ça demande un travail sur soi. Donc oui, tu m'expliquais, Mathieu, vous faites des stages, enfin des ateliers, pardon. Notamment depuis le Covid, là, on a profité de ces moments-là pour dire, on propose des ateliers sur d'abord une conférence qui permet d'avoir quand même une notion, une vision globale de. Et le lendemain, on a proposé ça chez l'habitant. D'accord. Comme ça, la personne invite des gens chez elle, tous ses amis, son petit réseau. Et puis, le lendemain matin, on fait un atelier d'une demi-journée sur cette notion d'alignement et de recentrage. D'accord. Alors, je mettrai en lien sous la vidéo, éventuellement, une adresse mail pour vous contacter si des personnes sont intéressées. Oui, parce qu'après, si les gens sont intéressés pour en organiser. Aussi. Là, on va faire une tournée. On va monter à Lisieux, là, au mois de mai. Oui, d'ailleurs, oui, on va pouvoir se rencontrer. Se retrouver où on sera plusieurs conférenciers. Et donc, on va en profiter pour faire une petite tournée et là, aller faire quelques ateliers, conférences à ce moment-là, sur le mois de mai. Oui, je repartagerai et sur Horus et avec Antoine ce rendez-vous qui va se dérouler au mois de mai. Sur 3 jours à Lisieux, on va en reparler. Ça sera l'occasion de se voir, de se rencontrer enfin, parce qu'on partage toujours par Skype, mais c'est bien de se rencontrer. Donc voilà, après, s'il y a des gens qui sont intéressés, selon où c'est et à quelle période, on peut se déplacer. Ok. On a un camping-car, donc on est autonome. Je partagerai sous cette vidéo le lien pour pouvoir vous contacter. Il n'y a rien de tel que quand même le contact. Oui, le contact humain, oui. Vous avez raison. Un grand merci à tous les deux. Surtout à Cathy. Alors, c'était pas trop compliqué, ça va, ça s'est bien déroulé. Ça va même peut-être te donner envie de faire d'autres vidéos, tu vois. Oui. J'avais fait une conférence quand même une fois toute seule. D'accord.
Parade sur Bugarache. D'accord, ok. Sur le féminin sacré. Ok. Petit exercice qui était un peu difficile pour moi, mais ça s'est bien passé. Et puis là aussi, c'est très agréable. Ah bah, c'était super sympa. Vraiment un grand merci à tous les deux de nous avoir partagé toutes ces connaissances. Et puis, moi, je pense que c'est, comme je le disais en préambule, une des fonctions de ce plateau de Gizeh, de cette grande pyramide, c'est aussi de nous faire évoluer. Je pense qu'il y a on y voit, certains y voient comme moi des fonctions énergétiques, tout ça, mais je pense que c'était des êtres omniscients, ceux qui ont créé tout ça. Je pense que on leur arrive au niveau de la cheville. Mais on commence avec nos outils modernes à découvrir ce qu'ils ont voulu nous léguer. Et je pense que c'est très important, parce que s'ils se sont donné autant de mal à construire tout ça, c'est que le message est très important. Ouais. Et si ça sort maintenant, c'est pas par hasard. Et si ça sort maintenant, ce n'est pas par hasard, tout à fait. Une fonction. Effectivement, avant, ça avait pu être des machines ou autres. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment aussi là pour nous faire se questionner. Exactement. C'est de remettre en question peut-être certaines choses et se dire pourquoi ça a été là, nous re-questionner un peu sur nos origines, de ce qui s'est passé et sur qui on est réellement, et donc un travail sur nous derrière. Et là, il y a du... Je ne fonctionnerait plus ce rôle-là si elles sont restées aussi. Il y a un énorme travail à faire. Donc, chacun peut le faire, c'est ça. Et chacun peut le faire, exactement. Les outils sont à disposition, les logiciels, Google Earth, etc. Tout le monde peut aller faire ses observations, ses vérifications. Et ça, c'est important parce que c'est un travail personnel avant tout. Quand on voit, voilà, j'imagine certains qui ont vu ce que j'ai fait depuis un moment, avoir des lignes, des trucs comme ça, ben oui, c'est bien, mais si on n'en fait rien, voilà. Ça, à quoi ça sert? Soit on y travaille dessus, soit on se dit, ah ben oui, il y a une connexion à faire quelque part. Pas forcément à tracer des lignes, mais au moins à faire un travail intérieur, se dire qu'on peut voir les choses autrement. Et je pense que lorsque l'on se lance dans ce travail intérieur, comme ça t'est arrivé, Cathy, il y a des synchronicités qui nous tombent dessus. Oui. Pour nous dire qu'on est sur la bonne voie et qui vont justement nous inciter à continuer. Et voilà. Et c'est le message de la philosophie de la pyramide. C'est en nous. C'est le même nombre. Ah oui, le mot la pyramide, c'est 264, qui nous dit alignement, recentrage, c'est pour ça que j'insiste dessus, qui nous dit en nous, qui nous dit la vérité et qui nous dit le Christ. Mais aussi la présence. Donc c'est bien l'instant présent, c'est là, ici et maintenant. Et la vérité. C'est pas absolu. C'est la vérité qu'on va se faire soi-même à l'intérieur de soi. Voilà. Donc voilà. Et la grande pyramide 422, c'est Isis plus Osiris, et c'est amour 211 plus sagesse 211. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Merci à tous les deux. Merci à toi. Un grand merci à toi. J'ai hâte d'être au mois de mai pour qu'on puisse se rencontrer enfin. Et puis voilà, je crois que tu es sur un livre aussi, Mathieu. Oui, alors il y a un livre qui devrait s'appeler Le Code sacré de la France, le lien officiel retrouvé, en attente encore d'éditeur pour le moment. Ok. Encore eu de réponses favorables, mais ça va pas tarder. Ça serait tardé. J'ai des nouvelles pistes, on va creuser ça. Parfait. Eh écoute, hâte de lire cet ouvrage. Merci à toi. Merci à tous les deux. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, voilà, pour de nouvelles aventures sur Horus. Mathieu, Cathy, bonne soirée à tous les deux. À très bientôt. Merci.